Il devrait s'écarter et laisser quelqu'un d'autre diriger. Vous ne pouvez pas continuer à nous gouverner par la force pour toujours. Laissez quelqu'un d'autre prouver ce qu'il peut faire. Le Togo est en feu. Son peuple se soulève et le président vient de réécrire les règles pour rester au pouvoir pour toujours. Mais comment un seul homme a-t-il transformé une démocratie en dynastie du jour au lendemain? Découvrons-le. Cela n'a pas commencé par un discours. Cela n'a pas commencé par un coup d'État. Cela a commencé par un serment silencieux derrière des portes parlementaires closes. Un moment que la plupart des citoyens n'ont même pas vu en direct. Le 24 juin 2025, le président Faure Gnassingbé s'est tenu devant un parlement nouvellement restructuré et a prêté serment non pas en tant que président du Togo, mais en tant que président du Conseil des ministres, un titre inconnu du public, mais assez puissant pour redessiner l'architecture politique de la nation. Il n'y a eu ni rassemblement de campagne, ni référendum, ni vote du peuple, juste de l'encre sur du papier rapidement adopté par des législateurs fidèles au parti au pouvoir, transformant ce qui était autrefois une république en quelque chose de bien plus dangereux, une dynastie avec des dents légales. Et c'est à ce moment-là que le silence a été rompu. 2 jours plus tard, le 26 juin, les rues de Lomé ont commencé à se remplir, non pas d'eau, mais de fureur, non pas de cérémonie, mais de défiance. La capitale, souvent connue pour son calme humide et sa brise océanique, s'est transformée en un point d'ébullition de colère collective. Des pneus ont été enflammés. Des barricades de fortune ont été érigées et des slogans peints en rouge sont apparus du jour au lendemain. Vous ne pouvez pas vous couronner roi. Le changement a été rapide, presque contre nature. Une ville qui avait longtemps été silencieuse sous la pression s'est soudainement réveillée. Ce n'était pas la politique comme d'habitude. Le poste nouvellement créé de président du Conseil des ministres, maintenant occupé par Gnassingbé, est un transplant direct du type de gouvernance que l'on trouve dans les systèmes autoritaires, centralisé, irresponsable et immunisé contre l'opinion publique. Contrairement à la présidence cérémonielle confiée à une autre figure pour donner l'illusion du changement, le rôle du Conseil détient la véritable autorité. Et surtout, il n'y a pas de limite de mandat, permettant au même homme de la même famille de diriger le Togo indéfiniment sans jamais affronter à nouveau les urnes. Aux yeux de nombreux Togolais, ce n'était pas une réforme juridique intelligente. C'était une prise de contrôle hostile. Le soir du 26 juin, des vidéos circulaient en ligne. Des jeunes hommes et femmes, le visage enveloppé dans des écharpes, brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Nous ne sommes pas des esclaves » et 60 ans d'un seul nom. À B, un bastion connu de l'opposition à Lomé, des groupes d'étudiants ont arraché des panneaux d'affichage montrant le visage du président. Ailleurs, des quartiers entiers ont commencé à se rassembler, à chanter sous la lumière de la lune, à s'organiser sans dirigeant clair, juste avec un sentiment partagé de trahison. Ce qui est frappant, ce n'est pas seulement la rapidité des protestations, mais leur spontanéité. Aucun parti politique ne dirigeait la mobilisation, aucune grève nationale programmée, aucun grand discours ou annonce de l'opposition télévisée. C'était une rage brute et organique qui jaillissait d'une génération née et élevée sous le poids du nom de Gnassingbé. Beaucoup d'entre eux étaient enfants lorsque Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir en 2005. Certains n'étaient même pas nés lorsque son père régnait d'une main de fer avant cela. Maintenant, ils ont atteint l'âge adulte et en ont assez. Les protestations ne sont pas restées longtemps à Lomé. Des rapports ont rapidement émergé de Sokodé et de Kara, des villes qui avaient été politiquement dormantes, où des foules se sont rassemblées avec des appels similaires au changement. Ce n'était plus seulement une question de capitale. C'était tout le pays qui tremblait. Et pourtant, ce qui a rendu ce moment particulièrement volatile, c'est ce qui ne s'est pas passé. Il n'y a pas eu de conférence de presse du président, pas de tentative d'expliquer les réformes, pas d'adresse nationale, juste le silence du palais et des bottes sur le terrain. Le vide de dialogue a créé un terrain propice à la suspicion. Cela a-t-il été planifié depuis longtemps? Les alliés internationaux le savaient-ils? Les législateurs ont-ils été achetés ou contraints? Les questions se sont accumulées sans réponse. Pendant ce temps, des chars roulaient dans les rues des villes et la police anti-émeute resserrait ses formations. À l'intérieur des maisons, les familles débattaient pour savoir s'il fallait rejoindre les manifestations ou rester à l'intérieur. Sur des applications cryptées, des étudiants universitaires partageaient des cartes des itinéraires sûrs et des listes de lignes d'assistance juridique. Et sur les réseaux sociaux, du moins tant qu'ils étaient encore disponibles, des hashtags comme Arrêtez le Conseil et Pas mon leader ont commencé à devenir viraux sur l'internet francophone. Un manifestant a capturé le moment dans un message vocal qui est rapidement devenu viral avant la coupure. Il n'a pas pris le pouvoir, il a volé notre futur. Il était clair que ce n'était pas seulement une résistance à une loi. C'était une résistance à un héritage. Et maintenant que la première étincelle a allumé le feu,
La question n'est pas de savoir si les gens resteront en colère. C'est de savoir ce que le gouvernement est prêt à faire pour éteindre ce feu. Les rues parlaient, mais le régime n'a pas répondu avec des mots. Il a répondu avec la force. Dans les heures qui ont suivi la première manifestation à l'échelle de la ville le 26 juin, le gouvernement togolais a activé un manuel qu'il connaît trop bien. Sauf que cette fois, il ne visait pas seulement à contrôler une foule. Il visait à écraser un mouvement avant même qu'il ne puisse prendre forme. Dans les premières heures du 27 juin, des camions militaires ont quitté les bases en périphérie de Lomé. Pas des fourgons de police ordinaires, pas des unités de contrôle de foule, mais des véhicules blindés de transport de personnel équipés de matériel de surveillance et renforcés par des équipes anti-émeutes formées pour la répression urbaine. Ce n'était pas l'application de la loi. C'était une occupation préventive. Leur première cible, B, le cœur historique du sentiment anti-régime. Les locaux disent que les forces de sécurité ont avancé rue par rue, non seulement en dispersant les rassemblements, mais en entrant dans les maisons sans mandat. Les résidents ont été tirés de leurs chambres. Les téléphones ont été saisis. Les parents ont été battus devant leurs enfants. Les témoignages oculaires décrivent une campagne d'intimidation conçue pour paralyser des communautés entières, pas seulement les dirigeants des manifestations. Mais cela ne s'est pas limité à B. Faisons une pause pour dire un grand merci à la communauté du Ibrahim Traoré où les voix, les histoires et les héritages noirs sont préservés et amplifiés. En devenant membre, vous ne soutenez pas seulement la chaîne, vous faites partie d'un puissant mouvement culturel. Continuons. À Kara, ironiquement, la ville natale du président, la présence militaire a triplé du jour au lendemain. Des points de contrôle ont été établis à chaque sortie. Les transports publics ont été suspendus. Les écoles ont été brutalement fermées sous le vague prétexte de précautions de sécurité publique. Le message était clair. Si la rébellion était contagieuse, l'État allait mettre le pays en quarantaine. Pourtant, alors que les camions avançaient à l'extérieur, le régime était également occupé à l'intérieur. À l'intérieur des serveurs, à l'intérieur des réseaux, à l'intérieur des espaces numériques qui étaient devenus le dernier refuge pour les organisateurs. Le 28 juin, le service Internet dans une grande partie du pays a chuté sans avertissement. D'abord, c'étaient les données mobiles, puis le Wi-Fi, puis les retards de SMS. En milieu de journée, la plupart des plateformes de médias sociaux, Facebook, WhatsApp, Telegram, avaient soit ralenti à un rythme d'escargot, soit cessé de fonctionner complètement. Un blackout numérique s'était abattu. Le gouvernement n'a fait aucune annonce formelle, mais les chercheurs en cybersécurité ont rapidement retracé la coupure jusqu'au hub réseau contrôlé par l'État, confirmant ce que la plupart des Togolais soupçonnaient déjà. Le blackout n'était pas un accident. C'était une stratégie. Parce qu'en 2025, la révolution ne vit pas dans les arrière-salles. Elle vit dans les chats de groupe. Mais la coupure n'a fait qu'approfondir la paranoïa. En l'absence d'informations, les rumeurs ont inondé les rues. Certains croyaient que des mercenaires étrangers avaient débarqué. D'autres chuchotaient des arrestations massives dans des centres de détention non divulgués. Avec chaque question sans réponse, la peur grandissait, et avec la peur venait le silence. Des quartiers entiers qui avaient été animés de chants la veille sont devenus silencieux. Non pas parce qu'ils avaient abandonné, mais parce qu'ils ne savaient pas qui les observait. Pourtant, le gouvernement n'a pas arrêté là. Des rapports ont fait surface selon lesquels des individus étaient arrêtés simplement pour possession d'affiches de protestation. Des vendeurs de rue avec des slogans anti-gouvernementaux sur leur téléphone ont été détenus. Des conférenciers universitaires qui avaient partagé des commentaires critiques en ligne ont été invités à se rendre dans des postes de police et n'en sont jamais ressortis de la même manière. Et pourtant, le régime a dépassé les limites de manière à exposer sa faiblesse. En réprimant si fort et si vite, il a involontairement confirmé ce que les manifestants avaient affirmé depuis le début. Que ce n'était pas une réforme. C'était une consolidation hostile du pouvoir. Que ce n'était pas la démocratie. C'était l'autocratie enveloppée dans des robes légales. Le gouvernement voulait le contrôle. Ce qu'il a montré, c'était la peur. Les médias internationaux ont commencé à reprendre l'histoire. Des images satellites ont révélé des mobilisations militaires. Des groupes de la diaspora ont lancé des campagnes en ligne, traduisant des vidéos brutes et des témoignages en français, anglais et allemand. Soudain, le blackout du régime n'étouffait plus l'histoire. Il l'amplifiait. Même si les soldats bloquaient les routes physiques, le message de protestation glissait à travers les frontières. L'intensité de la réponse de l'État a également soulevé des questions sur ce qu'il craint le plus. Est-ce la perte de pouvoir, la perte de légitimité internationale, ou quelque chose de plus fragile ? La perte de la peur elle-même parmi le peuple ?
Parce que se passe-t-il lorsqu'un régime qui se nourrit de silence entend la foule rugir et réalise que le volume ne baissera pas? Et maintenant que le gouvernement a choisi la suppression plutôt que le dialogue, la force plutôt que le compromis, une question commence à émerger derrière les gaz lacrymogènes et les vitres brisées. Si le peuple ne recule pas, jusqu'où le régime est-il prêt à aller pour maintenir son emprise? Voici un rappel pour aimer et partager la vidéo et vous abonner à notre chaîne pour regarder plus de vidéos sur la culture noire, l'histoire, la civilisation et l'identité. Continuons maintenant. Au moment où la dernière cartouche de gaz lacrymogène s'est éteinte et où les bottes se sont retirées dans l'ombre, quelque chose de bien plus profond que le gaz lacrymogène planait dans l'air. Un règlement de compte qui attendait depuis des décennies pour éclater. Parce que la vraie question n'est pas de savoir pourquoi les gens ont manifesté le 26 juin. La vraie question est de savoir comment cela n'est pas arrivé plus tôt. Le mécontentement du Togo n'est pas né en 2025. Il est né dans les salons où des diplômés sans emploi restent inactifs avec des diplômes qui ne mènent nulle part. Il est né dans les étals de marché où les maires ne pouvaient pas se permettre d'acheter de l'huile de palme. Il est né dans les villages ruraux qui n'ont pas vu l'électricité depuis l'indépendance. La réforme constitutionnelle a peut-être été l'étincelle, mais le carburant s'accumulait depuis des années. Au centre de cette frustration se trouve une vérité simple. La dynastie Gnassingbé a promis le progrès. Ce que les gens ont obtenu, c'est une paralysie économique déguisée en stabilité. La croissance du PIB du Togo a oscillé autour de 5% ces dernières années, mais les chiffres sur le papier ne correspondent pas à la vie sur le terrain. Oui, des routes ont été construites. Oui, de nouveaux bâtiments bordent l'horizon de Lomé. Mais demandez aux citoyens moyens et il vous dira que la richesse n'a jamais ruisselé. Elle est restée bloquée dans les bureaux ministériels, dans les contrats gonflés, entre les mains de personnes qui n'attendent jamais pour l'essence. Les jeunes, en particulier, ont été poussés à bout. Avec plus de 60% de la population togolaise âgée de moins de 25 ans, le pays est assis sur une poudre démographique. Chaque année, des milliers de diplômés des universités entrent sur des marchés du travail qui existent à peine. La plupart se retrouvent dans le secteur informel, vendant du crédit téléphonique, faisant des courses en taxi-moto, ou servant des tables pour des clopinettes. Cela crée un sentiment de trahison qui va profond. Beaucoup des manifestants qui descendent dans la rue aujourd'hui sont des victimes de deuxième génération d'un système qui récompensait la loyauté plutôt que le mérite, le silence plutôt que la vérité. Leurs parents ont vécu l'ère d'Eyadema, une époque de rôle militaire, de prison secrète et d'exil politique. Et maintenant, ils regardent leurs enfants s'attendre à s'incliner devant la même famille. Vêtus de nouveaux titres mais prêchant le même script. Mais contrairement à leurs parents, cette génération n'a pas peur des fantômes. Ils ont grandi avec Internet. Ils ont vu à quoi ressemblait la véritable responsabilité dans d'autres pays. Ils savent comment s'organiser, comment enregistrer les abus, comment amplifier les messages à l'échelle mondiale en temps réel. Et surtout, ils n'ont rien à perdre. C'est ce qui rend ce soulèvement différent des précédents. Il n'est pas dirigé par les vieux partis d'opposition. Ce n'est pas un mouvement avec un seul visage ou une seule idéologie. C'est un épuisement collectif à travers les groupes d'âge, les classes et les régions. Du commerçant de la classe moyenne frustré à l'enseignant sous-payé, de l'écolier du village à l'infirmière urbaine surmenée, le soulèvement n'a pas de voix singulière parce que la souffrance a été universelle. Ensuite, il y a la question de l'identité. Comment une nation se voit-elle lorsque toute son histoire post-indépendance a été façonnée par un seul nom? Pour de nombreux Togolais, leur propre pays semble emprunté, hérité d'une dynastie politique qui n'a jamais vraiment passé le flambeau au peuple. Dans cette lumière, les protestations ne concernent pas seulement le pouvoir. Elles concernent la dignité, la réappropriation d'une nation dont le destin a été externalisé aux intérêts familiaux depuis des générations. Et n'oublions pas le coût psychologique. Vivre sous surveillance, sous la censure, sous des lois conçues pour protéger les puissants plutôt que le peuple. Cela use une société. Vous arrêtez de rêver. Vous arrêtez de planifier. Vous vivez au jour le jour. Pour beaucoup, descendre dans la rue n'était pas une décision politique. C'était une libération mentale et émotionnelle, un dernier souffle d'agence avant la reddition. Même les anciens, autrefois vus comme les partenaires silencieux du régime, commencent à remettre les choses en question. Les dirigeants religieux ont émis des déclarations prudentes appelant à la retenue. Mais en privé, beaucoup sont dits sympathiser avec les manifestants. Derrière des portes closes, les mots chuchotés ne sont plus « Comment survivons-nous à cela ?» Mais combien de temps devons-nous encore prétendre que cela est normal? Le régime peut avoir le contrôle de l'armée. Il peut contrôler les tribunaux et le diffuseur national, mais ce qu'il a perdu est bien plus dangereux.
La volonté du peuple de jouer le jeu. Et maintenant que cette digue émotionnelle a cédé, le vrai risque pour le régime n'est pas seulement la résistance. C'est qu'une population qui a cessé de vous craindre est une population prête à vous enterrer. Les échos qui résonnent dans les rues de Lomé ne restent pas à l'intérieur des frontières du Togo. Ils rebondissent à travers l'Afrique de l'Ouest, atterrissant comme des étincelles sur un terrain sec. Parce que si les protestations togolaises sont d'envergure nationale, les tremblements qu'elles ont déclenchés ont des conséquences continentales. Le Togo peut être petit, mais les questions qu'il pose sur la scène mondiale sont énormes. Que signifie la démocratie dans une région dirigée par des généraux et des dynasties ? Combien de temps les jeunes populations peuvent-elles tolérer des dirigeants qui traitent la Constitution comme un héritage familial ? Et quand un peuple se soulève sans permission, qui se tient à leur côté ? La région observe et certains transpirent. Dans les pays voisins comme le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Cameroun, les élites dirigeantes prêtent une attention particulière. Les trois nations ont soit modifié les limites de mandat, soit flirté avec des extensions de pouvoir ces dernières années. Des dirigeants comme Paul Biya et Alassane Ouattara connaissent le manuel que Faure Gnassingbé vient d'utiliser parce qu'ils l'ont édité eux-mêmes. Maintenant, l'explosion du Togo menace d'exposer à quel point ces soi-disant régimes stables sont réellement fragiles. Si un président dynastique à Lomé peut faire face à une rébellion ouverte à cause d'une signature silencieuse, alors qu'est-ce qui peut empêcher une étincelle similaire à Abidjan, Yaoundé ou Cotonou ? La psychologie de la suppression est régionale et la peur de l'effondrement l'est aussi. Mais cela ne déstabilise pas seulement les gouvernements. Cela énergise les civils. Du Ghana au Sénégal en passant par le Niger, les réseaux sociaux se sont enflammés avec des messages de solidarité. Les activistes partagent à nouveau des vidéos des manifestations avec des hashtags comme #RévolteTogo, #LaDynastiedOitomber et #l'Afrique est réveillée. Ce qui se passe est plus que de la sympathie. C'est de la reconnaissance. Les jeunes dans les rues de Lomé ressemblent exactement à ceux de Dakar, Abuja et Bamako. Frustrés, sous-employés, irrespectés et déterminés. Le vocabulaire visuel de la rébellion togolaise, pneus brûlants, slogan peint à la bombe, point levé, est devenu un langage régional de rébellion. Et à l'ère numérique, même un blackout ne peut pas le réduire au silence. Les communautés de la diaspora sont intervenues, téléchargeant des images, traduisant des appels à l'action et faisant pression sur les gouvernements étrangers pour qu'ils rompent leur silence. Mais ce silence de la part des soi-disant champions de la démocratie en Occident a été assourdissant. L'Union européenne a publié une brève déclaration exprimant sa préoccupation et appelant à la retenue. L'Union africaine a offert sa neutralité diplomatique habituelle. Et la France, longtemps patronne du Togo, a contourné le sujet avec une vague imprécision. C'est un silence qui en dit long. Pendant des décennies, la France a maintenu une main discrète mais ferme dans les affaires du Togo, soutenant la dynastie Gnassingbé en échange d'un accès militaire, de partenariats économiques et de loyauté régionale. Maintenant, alors que la maison prend feu, Paris semble plus effrayé de perdre sa vieille garde que de se tenir aux côtés du peuple demandant la liberté. Ce n'est pas seulement un échec moral, c'est une cécité stratégique. Parce que plus les alliés occidentaux soutiennent la stabilité au détriment de la souveraineté, plus ils aliènent les populations même qu'ils prétendent protéger. Lorsque les jeunes voient Macron serrer la main de Faure mais ignorer les vidéos de soldats battant des civils, ils comprennent le message. Notre souffrance est tolérable si notre régime joue selon les règles occidentales. Mais les régimes ne sont pas les seuls sous pression. Les organisations régionales comme la CEDEAO, qui ont déjà connu des crises de crédibilité suite aux récents coups d'État au Mali, au Burkina Faso, au Niger et en Guinée, sont maintenant coincées. Ayant précédemment suspendu des gouvernements militaires pour des prises de pouvoir non démocratiques, que disent-ils lorsqu'un président élu réécrit les règles sans armes, mais avec le même effet ? Dénoncer Faure Gnassingbé reviendrait à admettre que les dirigeants civils peuvent tuer les démocraties aussi efficacement que les soldats. Mais rester silencieux, c'est confirmer le soupçon que la CEDEAO s'intéresse plus aux apparences qu'à la responsabilité. Et puis il y a le danger des imitateurs. Si Faure Gnassingbé survit à cette révolte et consolide son emprise, cela crée un dangereux précédent. D'autres dirigeants pourraient prendre note. Pourquoi risquer un coup d'État lorsque vous pouvez simplement remodeler la Constitution, changer votre titre et régner indéfiniment sous couvert légal ? Le manuel ne survit pas seulement. Il évolue. Mais il y a une autre possibilité. Que ce qui se passe au Togo devienne un modèle pour les citoyens. Un manuel pour savoir comment affronter la tyrannie légale avec le pouvoir brut du peuple. Que les images de jeunes non armés défiant des camions blindés inspirent une région à la résistance, et non à la résignation. Et c'est ce qui rend ce moment si volatile. Ce n'est pas seulement une rébellion nationale. C'est un test régional de pouvoir,
de peuple, de principe. Pensez-vous que les locaux gagneront ou que le Togo sera asservi par ce régime? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ce qui devrait être fait. Voulez-vous regarder plus de vidéos comme celle-ci? Si oui, abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur l'icône de la cloche à côté. Nous avons décidé de publier des vidéos sur quelque chose dont personne ne parle. La culture noire, la civilisation, l'histoire et les preuves de la gloire des Noirs. Merci d'avoir regardé et jusqu'à la prochaine vidéo, restez à l'écoute.